Bonjour et bienvenue dans notre émission VTV, Vie, Terre et Vision. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir pas seulement une, mais deux invités exceptionnels, deux femmes, qui sont très engagées sur leur quotidien, notamment sur l'égalité des chances et la diversité. Madame Laetitia Elouette, haute fonctionnaire et ancienne présidente du club 21e siècle, et Madame Mintou Ninjai, directrice corporate gouvernance chez l'Olivier Assurance et créatrice de podcast UP Eco. Bonjour mesdames. Bonjour et merci pour cette invitation. Avec Franck Delbossio qui est spécialiste dans la rubrique développement économique. Bonjour Franck. Salut Tony, bonjour mesdames, ravi de vous recevoir. Bonjour. Bonjour. Je vais me tourner plutôt dans un premier temps vers Laetitia. Aujourd'hui, Laetitia, quelle est votre vision sur la diversité socioculturelle en France? Où en sommes-nous aujourd'hui? Alors, je vais commencer par parler de ma vision en termes de diversité tout court. Moi, j'ai une vision assez simple, mais qui me semble être quelque chose de fort. C'est que cette diversité, c'est une chance, pas uniquement pour ceux qui l'incarnent, mais c'est une chance pour tous. Et alors après, qu'est-ce qu'on met derrière diversité? On parle de handicap, on parle de l'égalité femmes-hommes. Moi, par exemple, je suis très engagée aussi sur les questions de promotion de parité. En revanche, il y en a deux autres, la diversité sociale et la diversité d'origine, qui sont pour moi tout aussi importantes et qui avancent moins, voire même qui régressent. J'ai un chiffre qui me semble assez emblématique, c'est le chiffre de l'ENA, qui, je pense, depuis des décennies, incarne l'excellence française. Il y a 10 ans, on avait 6% des élèves de l'ENA qui étaient issus des classes populaires. Dans la dernière promotion, avant la suppression de l'ENA, on était à 1%. Qu'est-ce qui se passe pour moi? C'est-à-dire que quand je dis que c'est une richesse pour tous de promouvoir la diversité, c'est parce que donner en fait à chacun, quelle que soit son origine sociale, quelle que soit son origine culturelle, la possibilité en fait de développer son potentiel, ça veut dire en fait qu'on se donne la chance de construire à la fois une société plus apaisée, mais une société aussi beaucoup plus forte d'un point de vue économique. Et quand on est dans un pays qui par ailleurs est une terre d'immigration, quand on se dit que 25% de la population a une origine en fait étrangère, la question en fait, pas seulement de faire avec la diversité, mais de faire fructifier la diversité, elle est majeure. Elle est majeure comme une réponse à la fois sociale, éthique, mais je le dis aussi dans un contexte où on s'interroge sur le renouvellement du modèle économique, c'est une opportunité réelle de reconstruire tout un modèle social et économique autour de cette question de la diversité. Mais à votre avis, c'est dû à quoi justement? Pourquoi ces dégradations? Eh bien, alors, c'est dû à quoi? Moi, je vois un paradoxe. Je vois un paradoxe parce que quand on est sur la diversité sociale, dans le fond, on est un des pays, si on fait une petite comparaison mondiale, dans lequel la diversité, par exemple sociale, le principe de promotion sociale, l'égalité des chances, est affirmé comme un principe de premier rang. Par exemple, il y a un des articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est l'article 6, qui met clairement en avant cette logique d'égalité des chances. En revanche, quand on regarde les résultats, on est très en retard par rapport à certains pays. Moi, j'ai deux chiffres à citer, après je réponds à votre question du pourquoi, mais l'illustration de ce paradoxe, c'est que moi je suis frappée par les chiffres de l'étude PISA. Vous savez que c'est l'étude qui compare en fait les différents systèmes scolaires et qui dit une chose, c'est que les lycéens français, quand ils sont bons élèves, se projettent moins en moyenne que dans d'autres pays vers des trajectoires professionnelles ambitieuses. Pour moi, c'est majeur, parce que quand on est en matière d'égalité des chances, en fait, si des enfants ne sont pas capables de se projeter en fait, au-delà du milieu dans lequel ils sont, ça veut dire que l'égalité des chances ne fonctionne pas. L'autre chiffre, il vient en fait d'un baromètre qu'on a mis en place avec le Club 21e siècle, qui mesure en fait la diversité au sein des instances dirigeantes des grandes entreprises. Et là, c'est flagrant, c'est-à-dire que quand on prend les cadres internationaux de ces entreprises, ils sont seulement à 25% issus de classes aisées. Quand on prend les cadres français, ils sont à 65% issus des classes aisées. Donc, l'explication, elle est complexe, mais en revanche, cela veut dire que tout ce qu'on a mis en place aujourd'hui en matière d'égalité des chances, manifestement, ne fonctionne pas. Donc, plutôt que de revenir sur les difficultés, moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est savoir ou identifier ce qu'on est capable de mettre en place pour que les lignes bougent.
Alors déjà, la première chose, c'est aussi peut-être avoir une approche un peu plus pragmatique du sujet. On a beaucoup une approche par des grands dispositifs, par des grands financements, par des dispositions juridiques qui sont utiles, mais on voit bien qu'ils ne sont pas suffisantes. Je pense par exemple à une question sur laquelle Mintou et moi sommes très engagés, qui est la question du mentorat. C'est-à-dire la question du mentorat, c'est quelque chose qui peut paraître anecdotique, mais pour moi c'est quelque chose de majeur en fait, parce qu'un des sujets de cette égalité des chances, c'est amener à des enfants qui sont souvent en plus dans une séparation territoriale, donner à voir en fait d'autres champs des possibles et donner à voir aussi du réseau pour pouvoir en fait nourrir cette envie, on espère cette ambition scolaire et ensuite cette ambition professionnelle. Je pense que c'est essentiel. L'autre chose, c'est que Mintou et moi, vous avez présenté nos parcours. Bon, voilà, je pense que c'est des parcours, en tout cas, on est épanouis. Voilà. Oui. Je préfère parler d'épanouissement que d'excellence, mais ce qu'on constate, déjà on vous remercie, je pense que je parle aussi au nom de Mintou de l'invitation, c'est que finalement des parcours comme les nôtres, c'est-à-dire de femmes qui incarnent une autre vision de la France, on est françaises toutes les deux, mais on est françaises avec des différences par rapport à d'autres Français, on est rarement mis en avant, très très rarement. Et ça veut dire que en fait, quand je suis dans un endroit, en fait, je vais prendre une cité, HLM, qui est aussi un de nos sujets, le sujet de la ghettoisation, et que je regarde en fait les personnes qu'on met en avant. Moi, je suis dans la haute fonction publique, dans les grandes entreprises. Si je ne vois jamais de personnes qui me ressemblent, c'est très compliqué de se projeter. Donc cette dimension aussi, ce qu'on appelle les rôles modèles, ou en tout cas être capable sur les exemples qui existent, ils ne sont pas assez nombreux, je suis la première à le dire, mais ils existent. Et ceux qui existent doivent être mis en avant pour servir aussi de source d'inspiration à d'autres. Et justement, on va faire réagir Mintou là-dessus. Je sais, on m'a dit en tout cas que vous êtes tous les deux, enfin vous avez été vous ancienne présidente du club 21e siècle, vous êtes membre je crois de ce club. Ce club aujourd'hui porte également ces engagements aujourd'hui que vous avez, que vous traitez au quotidien. Qu'est-ce qui vous a réunis en fait dans ce club et si vous pouvez nous présenter en quelques mots ce club qui est au final je vais voir si je suis d'accord avec ce que tu dis. J'écoute. Justement, on a deux personnes. Non. Alors pour présenter le club, Laetitia sera la mieux placée pour le faire, mais les raisons de rejoindre ça, c'est justement une envie de faire bouger les lignes. Je pense qu'on a des engagements et qu'à un moment, en fait, il faut aller au-delà de juste dire à côté, il n'y a qu'à Faucon, mais c'est de poser des actes. Quand on parle du baromètre, on réfléchit, on travaille ensemble et puis on pousse les entreprises à agir. Et ce qui me plaît, ou en tout cas me réjouit dans le fait d'appartenir à ce club aujourd'hui, c'est qu'on porte quand même des missions assez fortes. Quand on parle du programme révélateur, en l'occurrence sur du mentorat, c'est accompagner des femmes, détecter leur potentiel et vraiment les aider à exploser quelque part, à vraiment atteindre un champ des possibles et à déconstruire une certaine idée de la réussite ou de déconstruire des préjugés ou des limites. Donc ça, je trouve que c'est quand même quelque chose de concret. On a les entretiens de l'excellence, qui sont également des programmes qui contribuent à changer la vision des jeunes, etc. Je pense qu'on a des actions phares comme ça et le but, c'est d'aller encore plus loin et de faire encore mieux et avec cette notion de finalement, ok, on a peut-être réussi, ou en tout cas on a des beaux parcours, mais maintenant on veut contribuer, on veut redonner et je pense que sur la présentation du club, je te laisserai plutôt la parole. Mais ce qui me plaît en tout cas et ce qui nous peut-être nous fait qu'on est ensemble et qu'on a des points communs, on se rejoint, c'est cette volonté d'agir et de faire bouger les lignes, vraiment faire changer les choses de manière concrète. Est-ce que vous pensez que, parce que là vous êtes deux femmes, est-ce que c'est encore plus compliqué pour des femmes? Parce qu'on le sait déjà, la société française, déjà pour les femmes, je dirais même de souche française, c'est compliqué. Est-ce que c'est encore plus compliqué quand justement on vient des diversités? Je réponds Mintou et tu complètes. Ouais, c'est-à-dire que Mintou parlait d'un programme en fait, de mentorat qui s'appelle Révélateur. Ce programme, il est destiné aux femmes issues de la diversité et aux femmes qui ont plutôt réussi. Parce qu'un des sujets, je continue à répondre à votre question de pourquoi ça se passe comme ça en France, c'est que quand on met en place des actions d'accompagnement de la diversité, c'est souvent pour des personnes qui sont en difficulté d'insertion. C'est-à-dire qu'on fait le travail d'insertion, mais le travail de promotion et aussi vraiment de faire émerger les talents. Mintou a employé le terme « exploser », c'est un travail qu'on doit absolument ne pas négliger. Donc ce programme, il est conçu en fait sur une analyse assez simple, c'est que le fait d'être et femme et issu de la diversité, c'est un double plafond de verre.
et qu'elles sont souvent à des places, voilà, elles ont une trentaine d'années, elles sont dans des situations professionnelles qui sont très encourageantes, mais on se rend compte que ce sujet a été finalement quelque chose qu'elles ont géré, souvent comme un poids, souvent comme un sentiment en plus qu'elles avaient encore plus l'obligation de prouver qu'elles avaient une valeur en fait que tous les autres, et parfois même de prouver une valeur au quotidien. Il n'y a pas aussi quelque part une notion culturelle, j'allais dire, parce que c'est vrai que dans certains, je vais être un peu provocateur quand je vais dire ça, c'est que c'est vrai que dans certaines cultures, la femme est de toute façon rabaissée. Est-ce que c'est justement, ça ne leur donne pas un handicap supplémentaire, je dirais, à dépasser ce plateforme, d'un point de vue purement personnel, j'allais dire, hein. Je pense que on peut le dire de femmes issues de la diversité, comme de certaines femmes dans certaines éducations familiales. Donc je ne sais pas si cette question-là, elle joue de manière si significative. Le fait est qu'en tout cas, c'est un double plafond de verre. Et qu'en fait, le programme, c'est de se dire, en gros, c'est une question qui fait souvent l'objet d'un évitement. Même quand elles ont des coachings au sein de leur entreprise, la question est rarement abordée. Ou bien parce qu'elles-mêmes, en fait, font une espèce d'évitement, ou bien parce que le coach en fait un évitement. Et donc, nous, ce qu'on propose, Mintou le disait, notre réponse ou nos réponses, elles sont fortes parce qu'elles sont pragmatiques. On vous propose, en fait, un mentor. Le mentor a toutes les couleurs de la France. Certains, voilà, moi j'ai été mentor, toi tu as été mentor aussi? Non, pas encore. Certaines personnes sont des franco-français qui n'ont pas de lien avec la diversité, qui sont aussi membres du club, ça c'est aussi une de nos valeurs. Et en fait, là où il y a une efficacité, c'est qu'on dit à ces femmes, on ne vous réduit pas à ce que vous êtes en tant que femme issue de la diversité, mais on sait que ce sujet compte et que ce sujet peut être un frein en fait, à un épanouissement et éventuellement à une carrière professionnelle plus ambitieuse. Voilà. Et donc, dans ce programme, on donne la place à toutes les problématiques professionnelles que vous souhaitez aborder et à ce sujet-là, avec toute la place que vous souhaitez aborder. Quand on regarde en fait les résultats du programme, ils sont extraordinaires. C'est-à-dire qu'on est à quasiment 90% de femmes qui disent qu'elles ont leur capacité de leadership qui ont été largement augmentées. Et la plupart d'entre elles, la quasi-totalité, disent qu'elles ont identifié les moyens pour briser le double plafond de verre. Donc, pour conclure sur la question du double plafond de verre, et peut-être aussi pour revenir à ce que disait Mintou, là, on est sur cette question de la diversité, on a en France tendance à le prendre, je disais, par les grands dispositifs, mais aussi à se dire que l'État doit faire. L'État doit beaucoup. L'État a une énorme responsabilité. Mais il y a deux autres leviers qu'il faut absolument activer. C'est le monde du travail. Absolument. Quand on est sur Révélateur, ça veut dire qu'on se dit que le monde du travail est un lieu en fait de changement majeur de la diversité, et parce que c'est un lieu en fait où c'est un lieu de citoyenneté, depuis toujours. C'est un lieu où on crée de la valeur, où on a une représentation de sa valeur individuelle et collective, clairement. Et il y a nous citoyens, c'est-à-dire que Mintou et moi, ce qu'on fait là, c'est du bénévolat. Et on fait du bénévolat avec le sentiment qu'on est utile. Et donc ça veut dire que c'est la capacité aussi d'empowerment de la société civile et de se dire que nous aussi, chacun à notre place, on est une partie de la solution. D'accord. Et je rebondis juste sur un terme aussi, quand on parle de diversité, quand on parle des femmes, de double plafond de verre, il y a aussi une notion peut-être qu'il faut rétablir un peu plus, et de manière assez saine, c'est la notion d'ambition. Oui. En fait, elle est saine, l'ambition. C'est juste le fait d'évoluer, d'aller d'un point A à un point B et d'avancer. Et quand on parle des femmes qui en veulent, des femmes qui sont ambitieuses, etc., à un moment, on se dit, ça fait peur. Non, en fait, c'est naturel. Et je pense qu'il y a aussi peut-être un côté où il faut travailler à rétablir cette notion d'ambition et de vouloir avancer, et juste de vouloir faire des choses bien. Et ça fait une belle transition pour le réseau Énergie Femmes. Mais c'est important aussi de vouloir plus, de vouloir se sortir de sa situation, de là où on est, ou juste de progresser. Et je pense que quelque part, on peut le voir chez les anglo-saxons avec limite ce côté de dire on analyse nos échecs, mais limite on célèbre nos échecs pour aller plus loin. Alors qu'en France, quand on parle d'une femme, déjà quand on dit que c'est une femme ambitieuse, ça fait un peu peur. Oui, c'est vrai. Ça fait peur, ça gêne. Ah non, en fait, c'est naturel. Et quand on dit d'un homme qu'il est ambitieux, ça veut dire, lui, il va aller loin. Il va aller très très loin. Donc j'ai été surpris, moi qui ai vécu en Afrique, je vous le disais en off, j'étais surpris dans certains pays, ce sont justement les femmes qui sont les chefs d'entreprise qui ont plus réussi. J'ai vécu quelques années au Togo, les plus grandes chefs d'entreprise étaient des femmes. Donc ce n'est même pas une question de culture, j'allais dire, c'est vraiment... Est-ce que c'est le système, je dirais, européen ou anglo-saxon qui a enfermé peut-être les femmes ou les femmes de la diversité dans ça, ou est-ce que c'est...
pense qu'il y a juste une subtilité peut-être culturelle, parce que nous, on a beaucoup échangé là-dessus au sein du réseau Énergie Femmes, c'est que par moment, quand on parle d'ambition, on va confondre après le pouvoir et la puissance. C'est vrai. Les femmes sont puissantes. Des fois, elles n'ont peut-être pas cette notion de pouvoir, elles n'ont pas conscience de ça, etc. Et culturellement, en Afrique, on a quand même ce côté où elles gèrent beaucoup de choses. Mais elles gèrent tellement, et elles sont tellement dans le concret qu'elles n'ont pas besoin de montrer qu'elles sont l'autorité. Elles gèrent. C'est vrai. Et elles sont dans l'action. Il ne faut pas oublier qu'on a construit quand même un monde qui est plutôt patriarcal et il faut arriver à casser ce modèle-là. Je pense que c'est difficile pour vous, justement, moi, surtout à vos Afrique, j'ai postes, pas eu à ce vos niveaux sentiment. aujourd'hui. Comment justement vous l'avez vécu ce regard vis-à-vis d'hommes, parce que vous avez dû certainement avoir beaucoup d'hommes en face, vous voir arriver en tant que femme dirigeante, chacun dans vos domaines respectifs. Je commence à Vas-y, répondre. vas-y. Moi, j'ai du mal, Tony, à démêler les deux questions entre le fait d'être femme et d'être issue de la diversité. Moi, vraiment, le double plafond de verre, je ne mets pas un plafond de verre d'un côté et un plafond de verre de l'autre. Ils se cumulent, en fait. La question, c'est de trouver sa place. J'ai pu passer des concours, devenir haut fonctionnaire très jeune et monter dans les échelons. Et plus on monte, en fait, et plus on se rend compte qu'on est seul. Parfois même, ça donne le vertige. Quand on arrive à la Cour des comptes, qui est censée être l'exemplarité en termes d'excellence, mais je trouve que l'exemplarité en termes d'excellence, elle ne peut pas se limiter en fait à un sentiment de supériorité intellectuelle. C'est aussi l'exemplarité de ce qu'on ressemble, de ce à quoi on ressemble en fait. C'est quelle est notre photo de famille. Et quand cette photo de famille, c'est majoritairement des hommes, les magistrats, et quasiment pas de personnes issues de la diversité, moi, ça me pose problème. Ça me pose problème parce que même si moi, alors je le raconte volontiers, j'ai aucun problème à raconter mes échecs, bien au contraire, parce que je trouve que c'est des choses en fait qui font sans doute beaucoup plus progresser l'autre aussi. Ça vous a renforcé. Ah oui, et puis moi j'ai aucun narcissisme. Franchement, je suis arrivée là, mais alors il y a beaucoup de choses que j'ai. Et c'est aussi parce que j'ai loupé certaines choses qu'aujourd'hui je me sens vraiment, je pense, assez bien dans mes pompes. Et assez bien dans mes pompes pour me dire que la question aujourd'hui, c'est pour moi non pas analyser le pourquoi ou comment j'ai vécu, je le raconte, je le mets en partage, mais moi maintenant l'enjeu ou la question qui m'habite, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte, à mon niveau et collectivement, pour que les choses changent. Et donc là, on a fait aussi une espèce de, d'état des lieux de ce qui ne fonctionnait pas. Moi je trouve que c'est très important parce que le chemin est difficile et comme le chemin est difficile, il faut se réjouir de chaque étape. C'est très important de célébrer aussi les avancées. Il y en a. Voilà, il y a donc là où je vais parler d'un homme, c'est pas une femme, mais Thierry Déaut, qui est un homme extrêmement compétent, mais qui est aussi noir, qui vient d'être élu président de Suez. Ça change les représentations. Évidemment que ça va changer les représentations. Karima Sylvain, DRH, pas moins que du groupe AXA, elle a prouvé que le sujet de sa couleur de peau, très bon, ok, mais une compétence indéniable. Absolument indéniable. Et donc des exemples comme ça sont peut-être peu nombreux, mais il y a quelques années, ils n'existaient pas du tout. Et on doit aussi regarder ça et voir comment est-ce qu'on construit en fait une vision, une énergie, pardon de te reprendre l'expression, pour que les choses bougent. Et ça bouge aussi, je finis là-dessus, parce que Mintou, on s'est rencontrés au club, parce qu'on était toutes les deux engagées, on est devenues amies. J'ai le droit de le dire, Mintou, c'est pas une confidence. Moi, je suis profondément. Ici, on est là pour tout dire. Ouais, mais je suis profondément marquée par la question de camaraderie. Mintou et moi, on n'a pas forcément la même trajectoire sociale, culturelle. Je suis même pas sûre qu'on pense la même chose politiquement. Pas du tout. Voilà. Voilà. Moi, c'est clair. Voilà, c'est dit. Mais on s'aime bien. Mais en revanche, là, on parle politique du point de vue peut-être de parti politique. Mais politique au sens de vie de la cité, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et au sens de vie de la cité, l'intérêt des sujets, la nécessité de s'engager et à un moment arrêter de se dire « Ah, mais c'est vraiment dommage que ce soit comme ça », mais se remonter un peu les manches, ne pas avoir peur de se salir les mains et être au quotidien sur des petites choses, mais c'est des petites choses qui font avancer, qui font bouger les lignes. En tout cas, vous partagez les mêmes valeurs. Bien sûr. Non, mais je vais juste compléter là-dessus parce qu'on se pose toujours la question, oui, plus on monte, moins il y a de femmes, etc. Ok, mais ce constat-là, en fait, on le fait depuis très longtemps. Donc une fois qu'on a dit ça, la question c'est qu'est-ce qu'on fait ? Moi, qu'est-ce que je fais à mon petit niveau ? Juste, je prends ma place. Je ne regarde plus si je suis la seule femme, la seule noire, ou si je suis toute seule ou pas du tout. Je suis là.
Je suis là, je veux être moi et je prends ma place. Et je pense qu'il y a aussi un travail, on peut mettre toutes les lois, tout ce qu'on veut, il y a quand même un travail de mentalité et de passer à l'action qu'il faut aussi distiller en fait petit à petit aux femmes notamment, parce que moi je suis plus sur ce créneau-là, mais j'ai choisi mon camp, hein. C'est de les accompagner à avoir confiance en elles et d'y aller petit à petit. Plutôt que de regarder le côté « ah bah oui mais c'est pas bon, c'est pas joli, on se victimise ». Ok, mais enfin, à un moment, il faut juste mettre un pied devant l'autre et agir. On va renforcer sa confiance en soi, on va apprendre à négocier, on va apprendre à parler d'argent et on va apprendre à avoir de l'ambition, quelle qu'elle soit, parce qu'il n'y en a pas des petites. Hein. Mais au moins de l'avoir et de l'assumer. Et je pense qu'on peut mettre toutes les lois qu'on veut, si les gens n'ont pas l'état d'esprit en face pour avancer, c'est un peu compliqué. Donc, pour répondre à ta question, Tony, bah oui, il y a des moments où je me dis, c'est bizarre quand même. Ah oui, c'est très bizarre. Je suis la seule jeune noire et femme. Bah ok, c'est ok, mais je suis là. Et je ne suis pas là pour être un porte-drapeau, je suis juste là pour être MeToo. Et faire ce que j'ai à faire, que ce soit du boulot ou prendre du plaisir ou m'amuser. Et après, on passe et prendre sa place. Et prendre sa place, ce n'est pas simple si on n'a pas confiance en soi. Donc je pense qu'il y a un travail, et il ne faut pas être dans une logique d'attendre tout des autorités ou des lois. Il y a un travail à faire sur le terrain. C'est aller chercher ces femmes-là, les récupérer, leur parler, les accompagner, les former pour qu'elles soient motivées et que... Je suis très passionnée quand je parle de ça, mais peu importe les horizons d'où elles viennent, et c'est pour ça que je parle de cette notion d'ambition, c'est que des fois, ce n'est pas de l'élitisme. On peut venir d'un milieu très différent, mais on n'a que des familles et des proches qui nous disent « Oh, tu vas pas y arriver. Oh, t'as un CDI, c'est déjà super, bouge plus. » Non, en fait, il faut y aller, il faut démissionner, il faut bouger, il faut y aller. Mais cette énergie-là, il faut aller la chercher différemment et ça s'appelle aussi avoir l'ambition. Et je pense que c'est sur ça qu'il faut qu'on travaille aussi sur le terrain. En fait, ambition, ça se lie aussi émancipation. Hein. Oui. En fait, moi, ce que j'aime beaucoup, on s'aime bien, mais on n'a pas les mêmes termes. Donc, MeToo dit ambition et je partage le terme. En revanche, moi, le terme que je trouve beaucoup plus puissant, c'est l'émancipation. C'est-à-dire, je suis maître de mes choix. Je suis là, à la limite, j'ai mon CDI, je suis contente, je veux rester là, mais je veux rester là parce que j'ai décidé. Je veux bouger et finalement, je veux avoir un poste plus élevé, voire même changer de pays. Eh bien, je me donne les moyens de le faire et je ne m'auto-censure pas. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une question et qui est très forte dans la diversité, très forte sans doute chez les femmes issues de la diversité parce qu'il y a le double plafond de verre, c'est l'autocensure. Et donc, c'est comment est-ce qu'on trouve les moyens de faire exploser l'autocensure. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, dans les questions de diversité d'origine, sur lesquelles je suis très impliquée, finalement, quand on travaille sur la diversité d'origine, on n'est pas en train de se battre pour une catégorie de Français par rapport à une autre, on est en train de se battre pour que la France aille mieux. Et que cette question en fait, de l'autocensure, on se rend compte en milieu professionnel qu'elle concerne finalement beaucoup de personnes et qu'il y a aussi beaucoup de souffrances, beaucoup de difficultés, beaucoup de personnes qui tout simplement s'empêchent d'y aller. Donc travailler sur ça, il y a aussi un effet vertueux parce que quand on accompagne certaines filles, ce qu'on constate, c'est que leur univers professionnel en fait en bénéficie et qu'elles créent en fait une logique de chaîne d'émancipation. Mesdames, moi, il y a un documentaire qui m'a beaucoup touchée, on va le dire, donc qui a été raconté par l'écrivain Alain Mambakou, Noir en France. Et je sais que Laetitia, vous avez participé à ce documentaire. Je le dis avec ému parce que j'ai eu quelques personnes qui l'ont regardé et dans ma famille aussi qui ont été touchées par ça. Et quel a été votre ressenti à travers cette émission, ce reportage Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce vécu Moi, j'étais contente de mon pays. Parce que moi, je suis originaire du Congo, mais alors je me sens très française et moi, je suis très contente d'être française. Et pour moi, qu'on soit capable, dans une campagne électorale où la question de la diversité, je trouve, est assez malmenée, de se dire que le service public s'empare de la question pour vraiment la mettre sur la table, et la mettre sur la table sans essayer de mettre une partie des Français les uns contre les autres, mais vraiment montrer ces Français qui pendant trop longtemps ont fait l'objet d'un effacement. C'est-à-dire pourtant une couleur de peau comme la mienne par exemple, elle se voit. Mais on se rend compte dans certains milieux, par exemple quand j'étais à la Cour des comptes, qu'on ne peut pas la nommer.
Et que si on n'est même pas capable de nommer en fait un sujet, comment est-ce qu'on peut avancer sur la question alors qu'on voit bien que ce sujet-là des Noirs, eh bien, ça veut dire que c'est aussi beaucoup de stéréotypes, ce que montre aussi l'émission. C'est-à-dire que quand on parle de réussite, elle est toujours cantonnée à certains domaines, le sport, le spectacle, alors que voilà, il y a des personnes de la diversité, y compris des Noirs, qui réussissent dans tous les domaines. Et ça permettait de restituer, je trouve, deux choses. C'est qu'il y a de la diversité dans la diversité, on peut avoir cette même couleur de peau, mais ça recoupe en fait des parcours, des sensibilités et des vécus très différents. Et l'autre aspect, moi, qui est majeur, c'est de dire on est en train de parler de français, mais de français finalement dont on parle trop peu. Et que cette mise en avant, c'est non pas pour marquer une spécificité ou en tout cas faire une catégorie à côté de l'autre, mais c'est plutôt faire davantage nation en acceptant en fait cette différence que trop souvent on esquive, alors que le fait d'esquiver, ça a des conséquences. Quand on regarde le test des poupées, le test des poupées, c'est quelque chose qui se reproduit dans le temps depuis des décennies. C'est des petites filles noires, comme moi j'ai pu l'être, qui à un moment vont se dire « mais je serais beaucoup plus belle si j'étais blanche ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a des petites filles en souffrance, on a des petites filles qui ont cette blessure d'identité. Et ces petites filles qui ont cette blessure d'identité, les endroits où elles vont être, petites, plus grandes, si cette blessure-là n'est pas guérie, c'est quelque chose de toute façon qui aura des conséquences, qui aura des interactions avec toutes les personnes avec lesquelles elles vont être en relation. Donc réparer ça ou éviter ces blessures, c'est évidemment construire une société plus ouverte, comment dire ça, avec une place de l'autre beaucoup plus riche, et je trouve, moi, beaucoup plus forte et beaucoup plus épanouie. Donc moi, j'étais contente qu'on accepte de traiter le sujet. J'étais contente du résultat parce que je trouve qu'il n'y a pas eu cette stigmatisation, il y a eu cette capacité, moi c'est une expression que j'aime beaucoup, c'est faire dispute commune. C'est-à-dire, on n'a pas peur. On peut ne pas avoir la même position, de toute façon on le disait avec Mintou, on n'a pas toujours la même position, mais se dire que sur un sujet comme celui-ci, justement n'ayons pas peur d'en parler, on est assez fort en tant que société pour aborder cette question-là. Et donc j'ai trouvé que ça montrait une France forte qui assumait de parler finalement de tous les sujets et de tous les Français. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu les tendances, et notamment en ce moment, en pleine campagne présidentielle, on se rend compte qu'effectivement, on met toujours en exergue ceux qui ne réussissent pas, mais jamais ceux qui réussissent. Et c'est vrai que finalement, il y en a beaucoup plus qui réussissent qui ne réussissent pas, mais on le montre pas forcément. C'est parce qu'on ne veut pas les voir. Ben voilà. Mais des Mintou, elle est exceptionnelle. Mais il y en a d'autres. Non, on ne veut pas les voir. Il y en a d'autres. Non, on ne veut pas les voir. On ne veut pas les voir, et je pense qu'à un moment, il y a aussi cette notion de dire quel est le vrai visage de la France. En fait, nous sommes français. Ben, bien sûr. Mais plus français des fois que des Gaulois. Non, nous sommes très français, très patriotes, etc. Mais après, à un moment, il y a cette notion de sortir un peu des fantasmes et de voir la France telle qu'elle est. Elle est diverse, elle est multicolore, elle est comme ça, avec ses avantages, ses inconvénients. Mais c'est un peu trop facile de se rabattre sur ça juste quand la France gagne une compétition sportive. Oui, et après, absolument. complètement de l'oublier. Oui, quand on gagne, on est tout beau, on est tous très beaux. C'est mignon. J'adore le foot en plus. Les victoires ont beaucoup de parents et les défaites sont Exactement. orphelines. Et je m'étais amusée une fois à juste regarder, j'avais fait un benchmark des articles de presse quand les sportifs gagnent et quand ils perdent. Oui, c'est vrai. Quand les sportifs gagnent, c'est le Français de l'escrime a gagné ça. Super. Quand il perd, c'est le Français d'origine a perdu. Le franco quelque chose. Le franco quelque chose. Non, en fait, c'est un vrai visage. Il faut qu'on le montre, il faut qu'on en soit fier. Il n'est peut-être pas parfait, mais il faut le montrer. Avec plus de rôle modèle, afin que les gens d'origine très diverses puissent aussi se projeter. Parce que je pense qu'il y a vraiment un champ des possibles en termes de modèles, de rôle modèle, etc. et qu'on ne le montre pas assez. Donc de voir en fait le service public, etc. qui nous mettent à des heures de prime ce genre de documentaire, je trouve que c'est un message fort. Et avec un carton d'audience, c'est-à-dire qu'il y a le service public qui assume de le faire, et c'est un carton d'audience. Ça veut dire que cette question-là, finalement, intéresse les Français. Ouais. C'est une question qu'on esquive souvent, et bien finalement on la leur présente, et puis en plus on la présente de manière directe, on n'essaie pas de se cacher derrière, non, on dit noir en France, et c'est un carton d'audience.
Vous ne trouvez pas, moi, ce qui me choque un petit peu, et d'ailleurs vous l'avez un peu dit tout à l'heure, et ça me choque toujours quand vous employez l'expression, c'est un noir, mais il est aussi compétent. Le fait qu'il soit noir, pourquoi il ne serait pas compétent, quoi? Ah, c'est l'inverse. C'est que moi, alors là, je vais vous donner mon mantra, c'est que la compétence, ou le talent n'a ni genre, ni couleur de peau. On est bien d'accord. Donc, en revanche, quand je dis ça renvoie à une autre question, c'est la question du stéréotype. Oui. Mais le stéréotype qu'on a pour la femme aussi, hein, c'est qu'à un moment, le stéréotype, c'est celui aussi qu'on voit le plus souvent à une fonction. Tout à fait. Quand tu as une fonction de direction, c'est souvent un homme. Quand tu as une fonction de direction, c'est souvent un homme issu de tel milieu social, c'est souvent un homme, pardonnez-moi, blanc. Ça veut dire qu'en termes de représentation en fait, de la compétence, on a beau se dire le talent n'a pas de genre ni de couleur de peau, et comme il est incarné par une population qui est toujours la même, on finit par penser que c'est elle qui a le talent. C'est ça qu'il faut renverser. Tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, ce documentaire montre l'espoir et la fierté. Et justement, j'en viens. Alors, je fais un grand écart, mais finalement, c'est pas vraiment un grand écart. Nous sommes souples, Tony. Voilà. Finalement, c'est pas un grand écart, puisqu'on parlait de développement économique, on parlait de tout ça. Justement, Mintou, si vous pouvez nous présenter un petit peu vos activités, et notamment le monde de l'assurance, parce que je pense que dans le monde de l'assurance, vous devez aussi voir des verts et des pas mûrs sur le sujet. Et c'est vrai qu'on a toujours une approche. Ah non, on veut pas, ils vont nous voler, c'est des choses qu'on dit. Donc, des a priori. Des a priori, voilà. Si vous pouvez nous présenter un petit peu. Alors, je vais faire mon coming out. Je m'appelle Mintou, j'aime les assurances et tout va bien. Non, alors je travaille dans les assurances depuis plus d'une dizaine d'années. Aujourd'hui, j'ai effectivement des fonctions de direction dans ce secteur-là. Et je pense que je peux comprendre aussi, en fait, le grand public. Mais il y a peut-être 2 ou 3 messages à faire passer et après passer à la pédagogie. C'est que l'assurance est vraiment un métier qui a du sens. On est là pour du concret, on est là pour répondre, en fait, à des moments de vérité des Français. Et l'air de rien, c'est quand même un secteur qui est en train de beaucoup bouger, d'être très dynamique, de s'adapter au changement climatique, on s'est adapté à la pandémie, etc. Même si on peut ne pas le voir, on s'adapte beaucoup et il y a beaucoup de travail en fait derrière. Et c'est peut-être limite une bonne nouvelle aussi pour le grand public que tout ça soit complètement transparent avec lui. Quand on va à la pharmacie, qu'on se fait rembourser, que sa mutuelle, tout est automatisé, tout est fait, tout est bon. Il y a quand même beaucoup de boulot derrière. Donc c'est vraiment un métier qui a du sens, qui est social et qui est au service de la France. Une fois qu'on a dit ça, je pense qu'on souffre aujourd'hui d'une très mauvaise image. Il suffit de dire assureur, le deuxième mot, c'est voleur. Et il y a aussi un gros... Je me suis jamais dit ça. Ah si. Non, mais c'est toujours assureur-voleur, mais il y a un gros travail à faire derrière, c'est la pédagogie. Et je pense que les services financiers, que ce soit assurance, banque, etc., souffrent aussi de ce côté-là. C'est qu'à force de vouloir rendre tout trop technique, trop compliqué, les gens ne savent plus en fait. Et je pense que notre challenge aujourd'hui, c'est de rendre les choses simples, de les expliquer simplement. Les gens prennent des assurances par moment parce qu'ils sont obligés, mais l'assurance a vraiment un rôle. Et on est vraiment là pour répondre à des moments de vérité en fait, de tout le monde. Donc je pense que c'est important qu'on puisse travailler un peu plus sur cette pédagogie, rendre les choses plus accessibles. Et les assureurs font beaucoup de travail là-dessus, ne serait-ce que sur la digitalisation. Oui, maintenant, on est quand même capable de souscrire une assurance en moins de 2 minutes sur une application, sur Internet, etc. Donc c'est quand même des choses qui sont... voilà, il y a du boulot, il faut plus de pédagogie, mais c'est un métier très sympa. Et c'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, que j'ai créé le podcast EPECO, dont tu as parlé tout à l'heure, qui a une double vocation, en fait. C'est d'aller chercher des dirigeants de l'assurance et de les challenger pour qu'ils nous parlent de leur sujet, mais qu'ils parlent à monsieur Dupont du coin, qu'ils comprennent, en fait, c'est quoi cette assurance, à quoi elle sert, quelles sont les garanties, quelles sont les astuces, les bonnes pratiques, et que tout le monde ait une vision assez claire et assez simple. Vous avez parlé d'un truc, alors ça me touche très personnellement, puisque je suis en charge du numérique dans la société dans laquelle je travaille. La numérisation, c'est vrai qu'il y a du positif, mais là justement j'interviens sur le problème de l'électronisme. Oui. Et on a aussi, c'est sûr que ça facilite les choses à un certain nombre de personnes, mais il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas accès. Bien sûr. Et donc c'est pas toujours aussi simple. Voilà, c'est que, alors je suis pour le numérique, forcément par mon métier, mais c'est vrai que je pense qu'il faut pas là aussi laisser de côté les gens qui n'ont pas forcément la capacité à pouvoir y accéder, quoi. Bien sûr, mais je pense que là-dessus, il y a
une dimension beaucoup plus large que ça, c'est qu'en fait, on ne se rend pas compte. On digitalise beaucoup de choses. Maintenant, on va plus envoyer des prospectus, etc. Mais on oublie quand même qu'il y a peut-être une partie de la population française qui n'a pas d'adresse email, qui ne sait pas comment se servir d'Internet, etc. Notamment les seniors. Exactement. En revanche, ça, ce n'est pas seulement le rôle des assureurs. Je pense que c'est un rôle beaucoup plus large. Et quand on parle de diversité, d'égalité, c'est aussi d'aller chercher ces gens-là pour aussi les faire monter petit à petit et pouvoir, avec beaucoup de pédagogie et de simplicité, les accompagner. Et complètement d'accord. C'est ce que je fais justement au quotidien. Je me permets. Alors sur la digitalisation, vous avez en face de vous quelqu'un qui est tout sauf spécialiste. Mais je suis profondément convaincue qu'on est là en train de changer en fait, d'ère sociale et économique avec la digitalisation. On est en train de passer en fait, un type de rapport à la consommation de plus en plus à distance. Moi, je viens du service public. Dans les services publics, ça change les métiers, ça change des lieux d'accueil, ça change aussi la vision de l'efficacité du service public. Donc, pour le service public, par exemple, ça veut dire que s'il est capable de bien gérer le tournant de la digitalisation, il pourra rester efficace ou être présenté comme efficace et légitime. S'il ne le fait pas, ça veut dire que sa légitimité sera menacée et donc le lien social sera menacé. L'autre aspect, pour moi, il est beaucoup plus direct avec les questions de diversité. C'est quand on a en fait un mouvement aussi structurel et aussi important que celui de la digitalisation, ça peut être aussi une chance pour embarquer de nouvelles valeurs. Absolument. Or, qu'est-ce qu'on constate ? Du point de vue de l'égalité des chances, je commence par ça, l'éducation nationale. L'éducation nationale, c'est le socle commun de compétences qu'on donne à tous nos enfants. On est en retard en France par rapport à l'usage du digital par rapport à d'autres pays. Cartable électronique, codage, etc. Qu'est-ce que ça veut dire comme risque ? C'est que des parents en fait, qui ont les moyens sociaux, qui ont les moyens financiers, donnent des cours complémentaires à leurs enfants ou mettent leurs enfants dans le privé pour que cette acculturation au digital il est le plus tôt possible. Parce que le digital, en quelques années, ce sera comme la langue. Donc la langue, en fait, c'est pas un secteur d'activité, ça sera un véhicule, en fait, pour s'exprimer, pour faire valoir ses compétences et pour évoluer. Donc, si ce digital n'est pas embarqué dans une partie de la population, c'est un problème. L'autre aspect, c'est les élites. Quand on voit, en fait, on regarde la situation américaine, l'une des plus grosses capitalisations boursières, c'est les entreprises, en fait, du digital. Et en plus, on note que beaucoup d'entre elles sont dirigées par des personnes issues de la diversité. Voilà, Microsoft, Salesforce, etc. Intéressant. Qu'est-ce qui se passe en France ? Il y a le sujet des femmes, c'est-à-dire qu'à un moment, on a souvent de manière récurrente cette question de femmes et sciences. Le problème, c'est que ça se traduit aussi par femmes et digital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les femmes, dans le milieu de la tech, la question de la parité, en fait, à toutes les positions, y compris les positions de direction, on n'y est pas. Non. Le sujet des start-up qui atteignent un niveau critique pour devenir des licornes et lèvent des fonds. Voilà, moi j'ai beaucoup d'amis qui travaillent dans des fonds d'investissement et ce qu'ils me disent, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire ce qu'on voit arriver et qui lèvent des fonds extrêmement importants, en fait, sont des héritiers sociaux. Ça veut dire que là, en fait, si on n'est pas capable de renverser très vite la table, le risque, c'est d'avoir une nouvelle ère sociale économique, mais avec exactement la même hiérarchie que la précédente. Absolument. Donc là, pour moi, en fait, on s'est dit beaucoup de choses, mais pour moi, ce sujet en fait de la tech et du digital, je trouve que parfois on a tendance à regarder comme un train qui passe. C'est pas un train qui passe, c'est un sujet de transformation et on a une responsabilité d'agir sur ce sujet de transformation pour qu'il soit conforme à la société qu'on souhaite promouvoir. Complètement d'accord. Et en plus, la question du digital, elle est même plus large que ça, parce que c'est au-delà de la couleur, au-delà que ce soit une femme ou un homme, c'est toutes ces inégalités aujourd'hui qu'on peut rencontrer avec le numérique, avec le digital, parce que des communes qui sont pas tout à fait, c'est l'égalité territoriale, qui sont plus loin, voilà, au plus loin des métropoles et tout ça, qui n'ont pas accès au digital, au numérique, des parents qui n'ont pas les moyens d'envoyer aussi leurs enfants dans des écoles privées ou dans des écoles où on a la culture du digital. Et donc je sais que l'ancienne ministre qu'on a reçue dans une émission précédente et nous en a parlé, Najat Vallaud-Belkacem. Najat Vallaud-Belkacem, qui nous a parlé, je crois d'ailleurs, elle a même fait une intervention, il me semble, au Club du XXIe siècle, je crois. Elle a fait une intervention dans mon école. Dans votre école, voilà. Voilà. Et du coup,
Et du coup, elle disait toutes ces inégalités aujourd'hui qu'on peut voir à l'école. Et je pense que oui, ça démarre déjà de l'école. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais de tout, j'ai même les histoires de la diversité. Ça démarre déjà de l'école. C'est ce que je disais, c'est que pour moi, voilà, pas de cartable électronique, pas de codage. On peut se dire, voilà, c'est juste un sujet technique qu'ils n'ont pas. Non, ce seront vraiment la manière, en fait, de communiquer, d'échanger, de faire valoir ses compétences de demain. Donc là, le risque, c'est que c'est potentiellement une reproduction d'inégalités. Et avec, pour moi, un risque supplémentaire, c'est que ces inégalités, elles auront existé ou elles existent depuis longtemps. Si on recrée en fait une nouvelle ère sociale et économique avec les mêmes inégalités qu'avant, ça pourrait être les mêmes, mais elles seront encore plus mal vécues, parce que ça fera trop longtemps que ça dure. Et Mylène, parce que justement, on a parlé tout à l'heure d'environnement, et c'est vrai que j'ai du mal à me faire l'idée comment on peut lier l'assurance et l'environnement. Quel est votre avis aujourd'hui sur le sujet et votre sentiment? Parce que bon, c'est des sujets que je traite par le quotidien, et c'est vrai que j'ai du mal, même moi aujourd'hui, j'ai du mal à savoir où se positionne le monde de l'assurance. Par rapport à l'environnement? Oui. Et d'ailleurs, même après une question plus large, dans la diversité, pareil, sur l'environnement, est-ce qu'il peut y avoir un lien? Est-ce que c'est pris en considération? On peut faire les deux. Très, très cher, je te laisse commencer. Alors, je pense que l'environnement aujourd'hui est devenu de toute façon incontournable. C'est-à-dire qu'il faut l'intégrer dans tous les domaines, tous les secteurs, toutes les choses qu'on est en train de faire. Et les assureurs, en fait, ont pris le pli aussi parce qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire que l'environnement aujourd'hui, de manière concrète, on le voit. Quand on voit le coût des sinistres, quand on voit le coût des catastrophes naturelles, etc., le nombre d'arrêtés de catastrophes naturelles qu'on délivre en fait chaque année, nous, en tant qu'assureurs, on le voit concrètement chaque année. Et vous le subissez plus que vous oui, au-delà de le voir, on le subit parce que c'est nous qui payons les sinistres, donc on le subit. Une fois qu'on a dit ça, je pense que les assureurs interviennent de manière très concrète sur au moins 2 ou 3 aspects. Le premier, c'est environnement, ok, mais du coup, on digitalise, on essaie d'envoyer moins de papier, on se challenge sur nos produits, comment on s'adapte. Maintenant, on a ce qu'on appelle les NVEI, les assurances sur des trottinettes, etc. Donc ça, c'est déjà au niveau de notre offre, qu'est-ce qu'on propose? Et il y a une deuxième partie, même si le grand public ne le voit pas forcément tout le temps, c'est la dimension d'investissement. C'est qu'aujourd'hui, il y a des fonds, il y a des investissements, faut choisir maintenant où est-ce qu'on va flécher notre argent. On va plus aller sur certains secteurs. J'aime bien le terme, flécher notre argent. Non, mais c'est vrai. C'est que, en fait, des fois, on ne se rend pas compte, mais c'est pour ça que la dimension de la pédagogie est importante. Quand on parle d'une assurance vie, c'est toi, Tony, tu m'as donné ton argent, il faut que j'aille le placer quelque part pour te rapporter quelque chose. Mais où est-ce que je le place? Des fois, tu ne sais pas. Maintenant, les gens regardent. Où est-ce qu'on va placer l'argent? Est-ce qu'on va aller sur des choses qui sont en lien avec le charbon? Ou est-ce qu'on va aller sur quelque chose de plus durable? Ça a du sens, Mais est-ce qu'il ne faut pas avoir un regard plutôt justement différent aujourd'hui sur le monde de la finance, sur l'économie? Parce qu'aujourd'hui, le système tel qu'il est construit, bon, on voit bien qu'il est devenu obsolète, qu'il ne répond plus aux attentes du XXIe siècle et de celui qui arrive. Je pense que l'économie circulaire c'est un jeu de mots avec l'association du club du XXIe siècle. Mais... Non, mais je pense que les choses sont en train de bouger, mais des fois, quand on essaie de l'expliquer au grand public, ça peut paraître compliqué. Mais juste le fait de dire qu'on va sur des investissements durables, ça va changer beaucoup de choses. En termes d'impact sur la planète, etc. Le fait de remodifier nos offres, ça va changer quelque chose. Et il y a une troisième dimension sur laquelle les assureurs vont beaucoup intervenir, c'est la dimension de la prévention. Parce qu'on ne peut pas juste continuer à payer à chaque fois qu'il y a des sinistres. Il faut aussi qu'on responsabilise les assurés et qu'on les accompagne à prévenir ou en tout cas à mieux se préparer à ces risques climatiques. Je pense qu'il y a beaucoup de choses et je t'épargne un peu la partie réglementaire, mais c'est que maintenant, il faut aussi qu'on se mette tous en ordre de marche. Donc, il y a des éléments sur lesquels maintenant les assureurs doivent être conformes, il y a des règles, il y a des choses, et c'est obligé, parce que c'est une façon de faire bouger les choses. D'ici 2025, il faut qu'on atteigne tel niveau, d'ici 2030, tel niveau. Et c'est comme ça qu'on pousse aussi les gens, mais c'est un peu pareil pour la question des femmes ou autre chose, c'est qu'à un moment, il faut aussi de la réglementation pour faire bouger les choses. Bien sûr. Et je pense que les assureurs, de toute façon, ont ce côté où
Ça peut avoir une image de gros mammouth, mais c'est capable de bouger. Donc Ça, on je va sens que vous bouger. avez envie de réagir. Oui, Ah ouais, mon non-verbal était aussi, oui, ça se d'accord, voit. aussi explicite que ça. Différentes choses. Sur l'assurance, alors je mets de côté la partie mercantile. Quand on met en place une assurance, ça veut dire c'est les moyens d'accorder une garantie à certaines valeurs. Éviter que des personnes sinistrées se retrouvent à la rue, éviter qu'un pays fasse faillite. On est quand même aussi, enfin, moi je trouve, hein, l'assurance est une traduction en fait concrète, juridique, financière d'un choix en termes de valeurs. Et là, en termes de valeurs, puisque vous me posiez la question du point commun entre comment dire ça, le poids de plus en plus important donné au développement durable et la question de la diversité, comment réconcilier les deux, c'est que les deux, pour moi, sont porteurs de valeurs. Et sont porteurs de valeurs pour l'un, développement durable, qui me semble commencer à faire consensus, et pour l'autre, qui prend un chemin peut-être plus long, mais qui de plus en plus s'affirme comme un sujet éthique. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de consommateurs, je parle de consommateurs, mais parce que derrière la notion de consommation, il y a de plus en plus des notions de valeur et de citoyenneté, qui regardent telle entreprise, tiens, elle a un discours très inclusif, je vais aller voir la photo du board, je vais aller voir qui y a dans le board. Ah oui, ok, donc ils me mettent en avant le fait que la diversité c'est très important pour eux, et quand je regarde vraiment le top management, les 300, aucune personne issue de la diversité. Eh bien ça peut se traduire par un boycott. Donc ce sujet en fait de la diversité comme le sujet du développement durable devient maintenant un vecteur de valeur. Pour certaines entreprises, c'est uniquement à des fins, on va dire, commerciales et des fins en fait de réputation, mais à la limite, parfois, est-ce qu'il faut juger les intentions si ça fait évoluer les choses de la bonne façon? Ça c'est le 1. Et le 2, pour certaines entreprises, parce que moi je trouve que parfois en France on a cette tendance tout de suite, parce que c'est une entreprise, à penser qu'il n'y a que du calcul. Certaines entreprises sont réellement portées par des valeurs. Et ce sujet-là, enfin ces deux sujets-là, sont embarqués comme beaucoup d'entreprises, comme un renouvellement et comme une affirmation en fait de leur rôle social. Et je finis par un dernier élément. C'est que ces deux questions, là on est depuis la crise du Covid, sur des questions qui sont des questions de qu'est-ce qu'on construit pour le monde de demain. Le modèle économique et le modèle social tel qu'on l'a vécu précédemment ne pourra plus être le même. Et je le redis, mais vraiment avec beaucoup de force, ces deux questions du développement durable et de la diversité peuvent être des vrais leviers en fait, de renouvellement de ces deux modèles. Et non seulement de manière vertueuse, mais aussi de manière économiquement efficace et performante. Mesdames, l'émission arrive à sa fin. C'est malheureux, mais on pourra débattre dans d'autres émissions. En quelques mots vite fait, d'abord Laetitia, puis ensuite Mintou. Quel message souhaitez-vous faire passer aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent? À toi d'abord. Ah, c'est moi qui commence, hein. Oui. Oh là là, je suis séchée. Non, en vrai, non. Je vais vous donner l'étymologie de mon nom. Pourquoi est-ce que je dis ça? Laetitia, ça veut dire joie. D'accord. Et en fait, moi, j'avais assez envie de faire passer un message de joie. Tout à l'heure, quand je disais que la diversité, en fait, c'est quelque chose qui nous apporte tous. C'est fondamentalement ça, c'est fondamentalement à la fois sur des sujets concrets, on parle de faciliter la place des personnes issues de toutes les formes de diversité dans le milieu du travail, dans la société. Et pourquoi? Pour avoir une société plus apaisée et plus heureuse. Et c'est comme ça qu'on doit situer la question de la diversité comme quelque chose sur lequel on est tous légitimes à agir et sur lequel on a tous à gagner. Alors moi je passerai deux messages. Laetitia a parlé tout à l'heure de notre capacité à nous disputer. Je trouve qu'on a un peu perdu ça en fait. C'est juste cette notion où on peut être capable d'échanger, de communiquer, de recréer du lien sans forcément être d'accord. Mais juste si on peut retrouver un peu cette connexion-là et ce point positif, ce serait vraiment bien. Et le deuxième message que je ferais passer, c'est juste passer à l'action en fait. C'est que chacun agisse à son niveau, en mettant un pied devant l'autre, et on va y arriver. Mais juste passer à l'action. Faites des choses, agissez, foncez. Sur ces belles paroles, mesdames, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. De beaux messages de fin. Merci beaucoup. Merci à vous. À la prochaine. Merci beaucoup. Vous étiez en direct sur la Web TV Paris-Saclay-Essonne. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles rencontres.